gueule est assez étonnante. La surface interne de la gueule est stupéfiante. On dirait presque qu'elle est cuirassée. Voilà une chose que j'ai déjà vue auparavant. Une valve charnue à l'arrière de la gorge. Ce clapet ressemble beaucoup au faux palais qu'on trouve dans la gorge des crocodiles. Les crocos s'en servent pour empêcher l'eau d'affluer quand ils maintiennent leur proie sous l'eau. C'est une forme très caractéristique. En y réfléchissant, je me dis que j'en ai vu un fossile quelque part. C'est une structure interne hautement spécialisée. Lancez une recherche sur les sites archéologiques et les musées pour voir si un os semblable a déjà été trouvé quelque part. À moins que ce soit une adaptation. Il est possible que ça ne servait pas à empêcher l'eau de refluer vers l'arrière, mais plutôt à empêcher le retour de flammes de venir brûler la gorge. Ça a l'air tellement stupide dès qu'on le dit à haute voix. Aucune trace n'indique que du feu ne soit jamais sorti de la bouche de cette créature. Pas de résidus de nourriture carbonisée, aucune trace de calcination, nulle part. C'est comme si tous les outils se trouvaient là et qu'ils ne les avaient pas utilisés. Peut-être qu'il ne crachait pas de feu du tout. Vous avez peut-être raison. Faisons marche arrière. La nature ne se laisse pas entraver par notre manque d'imagination. Réfléchissez. L'univers naturel regorge de créatures bizarres munies d'armes pour le moins extraordinaires. Des langues en guise de lance. Formes et couleurs douées de mimétisme. Même des lassos. Mais une créature crachant du feu. Et pourtant, voici le scarabée bombardier. Quand cette bête est en colère, elle projette un liquide à une température de plus de 90 degrés. Comment s'y prend-il ? En pompant un liquide combustible dans une chambre à réaction où un catalyseur l'enflamme. Le produit chimique explosif n'a d'autre solution que de s'échapper en faisant boum. Est-ce ainsi que les dragons s'y prenaient ? Au cœur de son territoire, le dragon occupant le mâle alpha lance un avertissement dans les airs. Il indique qu'il est prêt, en forme et suffisamment confiant pour gâcher le précieux feu en démonstration. Le message est bien reçu par notre jeune prétendant. S'il veut avoir la moindre chance de remporter ce duel, il devra être au mieux de sa forme, car les risques sont énormes. Un territoire acquis n'assure pas uniquement la subsistance. Il fournit aussi une chose que tout jeune mâle nécessite s'il veut laisser sa marque sur les générations futures. Des femelles. Et cette femelle est la raison de sa présence. Elle est en rut. Et d'ici un mois, elle s'accouplera avec le mâle alpha. Il a tué pour elle auparavant. Et il recommencera. Très bien. Commençons par le début. Que nous faut-il pour produire du feu ? Un carburant et quelque chose pour l'enflammer, un système de mise à feu. Il nous faut une source de chaleur et un matériel combustible. Comme du gaz ? Ah. Bon, et qu'avez-vous dit qu'il y avait là-dedans ? De l'hydrogène et du méthane. Ouais, c'est ça. Comment avais-je pu être aussi bête ? Il me faut une source de chaleur, comme un briquet. C'est de l'hydrogène et du méthane. Produits combustibles et gaz bien plus légers que l'air. Ces deux sacs servaient d'aide à la sustentation aérienne et de réservoir. L'évolution sous sa forme la plus économique. Ça, c'était réglé. Mais comment enflammait-il le gaz ? Je pourrais avoir un petit échantillon.
Le mâle alpha est un foudre de guerre expérimenté. Il n'a rien à prouver et a perdu les couleurs vives qu'arborent les jeunes prétendants. L'expérience paie immédiatement. Le mâle alpha touche le jeune dragon avec sa première salve. Le jeune dragon tente d'instinct de se mettre à couvert. Les nuages froids et humides atténuent aussi la douleur. Mais le mâle alpha n'est pas à l'abri des problèmes. Ses batailles sont soumises à des évaluations précises. L'hydrogène qui alimente ses rafales est le même qui le maintient en l'air. Chaque bordée de flammes réduit un peu plus sa mobilité. Le prétendant semble avoir accepté la défaite. Il se dirige vers les frontières du territoire. Il semble que la fuite soit maintenant sa seule chance de salut. Le mâle alpha se rue à sa poursuite. Il préférerait l'achever tout de suite. Mais il a sous-estimé son jeune adversaire. Le jeune est plus rapide, plus agile, et qui plus est, en pleine possession de ses moyens pour ouvrir le feu. Que dites-vous de ça? Les sédiments sur les molaires de la créature sont de la pierre, contenant une proportion significative de platine. Le platine n'est pas seulement un métal précieux, c'est un catalyseur. Comme avec notre ami le scarabée bombardier, le carburant a besoin d'un système de mise à feu. Et quand le platine se mélange avec l'oxygène et l'hydrogène, il y a combustion. Oh! Et ça produit du feu. Notre jeune prétendant a triomphé. La femelle se prépare à accepter son nouveau suzerain dragon. Toute sa vie durant, il avait combattu les éléments. Et enfin, il avait gagné. Ma théorie s'avérait être fondée. Et tu en étais la preuve. Tu pouvais voler et tu pouvais cracher du feu. Il y a 65 millions d'années, un de tes ancêtres a tué mon tyrannosaure. Mais comment ton ancêtre a-t-il survécu alors que les dinosaures se sont éteints? L'histoire naturelle de notre planète m'indique que c'est tout bonnement impossible. Il y a 65 millions d'années, au zénith de l'ère des dragons, une chape s'abattit impitoyablement sur le Crétacé. Une météorite de la taille de l'Everest percuta la planète. Connue sous le nom de crise KT, Crétacé tertiaire, elle balaya quasiment toute vie de la surface de la Terre. Mais étonnamment, ton espèce a survécu. Comment ?